Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Monsieur, je peux réveiller votre fille. Ces mots d'une fille sans abri ont bouleversé le monde entier. Par une matinée glaciale à Chicago, un vent tranchant balayait les rues grises, faisant danser les flocons dans l'air hivernal. À l'intérieur du Northwestern Memorial Hospital, les couloirs étaient envahis par l'odeur persistante d'antiseptiques, les pas précipités du personnel médical, et les murmures étouffés de familles rongées par l'angoisse. Mais dans l'un des halls, au 3e étage, l'atmosphère était différente. Lourde. Presque figée. Une femme, recroquevillée sur un banc en plastique, pleurait en silence, ses épaules tremblant sous un manteau trop léger pour la saison. C'était Emma Anderson, la mère. Ses larmes coulaient sans retenue, traçant des sillons brillants sur ses joues pâles. Elle serrait dans ses mains un dessin d'enfant froissé, un soleil maladroitement colorié, avec 3 petits bonshommes tenant la main, papa, maman, et Lily. Juste à côté, debout devant une large baille vitrée, un homme au costume sombre restait immobile. C'était Richard Anderson, son époux. Un nom connu, respecté dans les cercles d'affaires, à la tête d'un empire technologique. Mais en cet instant, il n'avait rien d'un magnate sûr de lui. Ses yeux cernés fixaient le lit d'hôpital avec une intensité douloureuse. Son visage, habituellement fermé et fier, trahissait une détresse profonde, nue, presque enfantine. De l'autre côté de la vitre, dans une chambre aseptisée baignée d'une lumière blafarde, reposait Lily, leur fille unique. Âgée de 8 ans, elle avait les longs cheveux châtains clairs de sa mère, et le menton volontaire de son père. Mais à présent, elle semblait absente. Inerte. Les paupières closes, elle était branchée à toute une machinerie bourdonnante, électroencéphalogramme, perfusion, respirateur artificiel. Le moindre bip sonore faisait tressaillir Emma. Cela faisait 14 jours que Lily n'avait pas ouvert les yeux. Tout avait commencé brutalement. Une simple fièvre. Un matin, elle avait dit qu'elle avait froid. Le soir, elle délirait. Le lendemain, elle ne répondait plus. Les premiers médecins avaient parlé d'un virus agressif, puis d'une méningoencéphalite. On avait tenté les antibiotiques, les antiviraux, les corticoïdes. On avait appelé des spécialistes de Boston, de New York. Même un expert japonais, contacté par satellite, avait tenté de proposer un protocole. Mais rien. Aucun traitement ne fonctionnait. Les scanners cérébraux ne montraient pas de lésions irréversibles. Le cœur battait normalement. Et pourtant, l'enfant restait plongé dans un coma profond, comme si son âme s'était réfugiée ailleurs. Richard, lui, n'avait reculé devant aucun coup. Il avait mis en pause toutes ses affaires. Il avait affrété des jets privés pour faire venir des sommités de la médecine. Il avait même proposé une récompense de 10 millions de dollars à quiconque trouverait une solution. Mais le silence des médecins était toujours le même, nous faisons tout ce que nous pouvons. À mesure que les jours passaient, la lueur d'espoir s'amenuisait. Le regard d'Emma se vidait peu à peu. Et Richard, homme qui avait l'habitude de contrôler l'avenir à coups de décisions stratégiques, se sentait pour la première fois impuissant. Il aurait donné toute sa fortune pour revoir sa fille sourire. Pour entendre à nouveau sa petite voix lui demander de lui raconter une histoire avant de dormir. Il y avait eu une nuit particulièrement difficile, 2 jours auparavant. Emma, à bout, avait crié sur les médecins. Richard avait fracassé une chaise contre un mur dans un moment de rage sourde. Et depuis, plus un mot. Juste cette attente étouffante. Ce jour-là, le ciel était couvert, d'un gris dense et menaçant. Une fine neige tombait sur le parvis de l'hôpital, recouvrant les voitures en stationnement et les trottoirs d'un voile froid. Richard, à bout de nerfs, sortit prendre l'air, incapable de rester une minute de plus enfermé dans cette pièce sans vie. Il avait besoin de respirer, ou du moins d'essayer. Son manteau ouvert battait contre ses jambes, mais il n'y prêtait pas attention. Il leva les yeux vers le ciel comme pour y chercher une réponse, une direction, un signe. Mais tout ce qu'il vit, c'était un monde sourd à sa douleur. Il s'adossa contre le mur de l'hôpital, les yeux humides, les traits tirés. Le silence l'écrasait. Son esprit tourbillonnait, saturé de pensées, de souvenirs de Lily courant dans le jardin,
de sa voix chantant dans la voiture, de ses bras qui se jetaient autour de son cou. Jusqu'à ce qu'une voix, faible mais claire, tranche soudain l'air gelé. « Monsieur, dit quelqu'un d'un ton hésitant mais déterminé, je peux réveiller votre fille. » Richard cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. Il tourna la tête et aperçut une silhouette qui s'approchait de lui. C'était une adolescente. À peine 14 ou 15 ans, mais ses yeux semblaient porter des années de souffrance. Elle avait le visage maculé de poussière, les joues rougies par le froid, et ses cheveux bruns, emmêlés, dépassaient d'un bonnet trop grand. Elle portait une veste militaire usée, beaucoup trop grande pour elle, et ses chaussures déchirées laissaient entrevoir des chaussettes mouillées. Dans ses bras, elle serrait contre elle un vieux sac à dos, comme s'il contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Richard, désarçonné, la regarda de haut en bas. Il était sur le point de l'ignorer, de la chasser, pensant à une mendiante venue lui soutirer de l'argent par pitié. Mais quelque chose dans la manière dont elle le fixait, une étrange gravité dans son regard, le figea. « Que as-tu dit » demanda-t-il d'une voix rauque, la mâchoire serrée. La jeune fille, sans détourner les yeux, répéta avec calme. « Je peux réveiller votre fille. » Et puis, comme si cela ne suffisait pas à le déstabiliser, elle ajouta. « Elle s'appelle Lily, non ?» Richard sentit un frisson glacial remonter le long de sa nuque. Ses jambes fléchirent presque. Il la fixa, incrédule. « Comment tu connais son nom ?» grogna-t-il, sur la défensive. La jeune fille ne bougea pas. « Je l'ai entendu dans votre cœur, » dit-elle d'une voix calme. « Je sais ce que vous ressentez. Je ressens les douleurs comme si elles vibraient autour de moi. Je sais quand une âme est encore là, même si tout le monde pense qu'elle est partie. J'ai ce don. Depuis toujours. Et parfois, quand je touche quelqu'un, il se réveille. » Un silence pesant s'installa. Autour d'eux, des gens s'étaient arrêtés, intrigués par l'échange improbable. Certains passants observaient la scène avec scepticisme. Une infirmière sortant prendre une pause jeta un regard curieux. Deux étudiants en médecine échangèrent un sourire moqueur, puis secouèrent la tête en murmurant « Encore une illuminée ». Mais Richard, lui, ne riait pas. Il fixait les yeux de cette fille. Ils étaient d'un vert limpide, presque translucide. Pas les yeux d'une manipulatrice. Pas les yeux d'une menteuse. Il y vit quelque chose de brut, de pur, de presque mystique. Une vérité nue. « Tu te fous de moi » souffla-t-il. « C'est cruel. Si tu cherches juste à... » « Je ne veux rien » coupa-t-elle doucement. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, mais je ne veux rien de vous. Je suis juste, là. Parce que je l'ai senti. Elle veut revenir. Mais elle a besoin d'un lien. Et moi, je peux être ce lien. » La sincérité dans sa voix désarma Richard. Ce n'était pas une scène montée. Ce n'était pas une mendiante délirante ou une arnaqueuse en quête d'attention. C'était une enfant. Une enfant brisée, mais qui croyait profondément en ce qu'elle disait. Il ferma les yeux, inspira lentement. Il se rappelait le regard vide des médecins, leurs mots mécaniques, leur résignation scientifique. Il avait tout essayé. Il n'avait plus rien à perdre. « Si tu mens, dit-il d'un ton froid, je te fais sortir d'ici. Et crois-moi, je peux le faire. » Elle hocha simplement la tête. « Mais si tu dis la vérité, alors viens. Essaie. » Et d'un geste brusque, il se retourna et poussa la porte vitrée de l'hôpital, sans se retourner. Derrière lui, les flocons continuaient de tomber. Et Hope, les bras serrés autour de son sac, lui emboîta le pas. Hope suivait Richard à travers les longs couloirs du service pédiatrique. Ses pas étaient lents, presque hésitants, mais son regard restait droit, concentré. Le bruit ambiant semblait s'estomper autour d'elle, les bips des moniteurs, les voix basses du personnel soignant, les pleurs lointains d'un autre enfant. Tout s'effaçait. Elle ne voyait que la porte blanche au bout du couloir, marquée du nom, Lily Anderson chambre 317B. Un médecin les attendait devant. Grand, sec, les sourcils froncés derrière ses lunettes, il avait l'air sceptique et légèrement agacé. « Monsieur Anderson, dit-il d'un ton bas, je vous en prie, ce n'est pas une bonne idée. Je comprends votre douleur, mais... Laissez-la passer,
coupa Richard, la voix ferme et calme, sans même le regarder. Juste, laissez-la essayer. Le médecin serra les mâchoires, puis soupira avant de faire un geste vers l'infirmière. Très bien. Mais je reste. Si elle tente quoi que ce soit de dangereux. Hope ne répondit pas. Elle entra. L'ambiance dans la chambre était presque irréelle. Le bourdonnement des machines semblait ralentir. L'air était frais, presque glacial, et sentait le plastique stérile et les médicaments. Au centre, dans un lit au drap tiré au carré, la petite Lily Anderson semblait dormir, mais d'un sommeil terriblement lointain. Ses joues pâles, presque transparentes, contrastaient avec les couleurs vives des dessins accrochés au mur. Un petit ours en peluche était posé près d'elle, comme un gardien muet. Hope s'approcha lentement, sans un mot. Chaque pas résonnait comme une prière silencieuse. Elle ne regardait ni le médecin, ni l'infirmière, ni même Richard, resté en retrait derrière la vitre. Toute son attention était tournée vers l'enfant. Arrivée au pied du lit, elle posa doucement son sac à dos au sol, comme si le moindre bruit pouvait briser l'équilibre fragile de cette pièce. Puis elle s'approcha de la tête du lit. Elle inspira profondément. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les serra un instant, ferma les yeux, puis tendit sa paume vers le front glacé de Lily. Le contact fut immédiat, intime, chargé d'une tension invisible. Hope posa sa main, toute petite et calleuse, sur le front de la fillette. Elle ferma à nouveau les yeux, et ses lèvres commencèrent à bouger. Elle ne parlait pas en anglais. Pas en français non plus. Ses mots étaient murmurés, comme un souffle ancien, une langue oubliée du monde moderne. On ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais la chambre entière sembla retenir son souffle. Le médecin, les bras croisés, fronça les sourcils. L'infirmière, elle, restait immobile, bouche entr'ouverte, le regard figé. Puis, le silence devint pesant. Plus dense qu'avant. Comme si même les machines s'étaient mises en veille, suspendues. Un bip plus rapide. Puis un autre. Le moniteur cardiaque changea soudain de rythme. Le tracé, d'abord irrégulier, reprit un rythme plus vif, plus clair. Et puis, quelque chose d'infime. Un frémissement. La paupière gauche de Lily frémit. Ses doigts bougèrent à peine. Puis, ses lèvres. Un souffle. Papa, murmura-t-elle faiblement. L'infirmière laissa échapper un cri de stupeur. Le médecin, blême, en fit tomber son dossier, ses feuilles volant sur le sol. Il se précipita vers les appareils, incrédule. De l'autre côté de la vitre, Richard vit sa fille parler. Il crut un instant rêver. Puis ses jambes cédèrent. Il ouvrit la porte et courut dans la chambre, le cœur battant comme jamais. Lily. Ma chérie. Papa est là. Il s'agenouilla au sol, attrapa la main frêle de sa fille, et la porta à ses lèvres. Les larmes coulaient à flots, incontrôlables. Il riait, pleurait, répétait son prénom comme un mantra. Lily ouvrit un peu plus les yeux, ses pupilles s'accrochant à la lumière. Mais au fond de la pièce, Hope reculait. Discrètement. Comme une ombre. Elle regardait la scène, sans sourire, avec une tendresse étrange, presque douloureuse. Elle savait que son rôle était terminé. Sans bruit, elle récupéra son sac, marcha jusqu'à la porte, et sortit sans que personne ne la retienne. On la retrouva une dizaine de minutes plus tard, assise seule sur un banc glacé à l'extérieur de l'hôpital. Le vent s'était levé, fouettant son visage, mais elle semblait paisible. Elle regardait le ciel, sans expression. Richard, encore haletant, finit par la rejoindre. Il portait toujours les marques du choc dans les yeux, mais aussi une reconnaissance infinie. Il s'assit à côté d'elle, sans dire un mot pendant plusieurs secondes. Puis il murmura. « Qui es-tu, vraiment ?» Hope baissa les yeux. Elle frotta ses mains l'une contre l'autre, comme pour s'ancrer dans le réel. « Je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais petite, les autres enfants me trouvaient étrange. Ma mère, elle m'a laissé un jour. Je ne l'ai jamais revue. Les gens ont peur. Certains pensent que je suis une sorcière, d'autres que je suis folle. Alors, je me cache. » Richard la regarda longuement.
Il n'y avait ni manipulation ni folie dans cet enfant. Juste une lumière, mystérieuse, inexpliquée, mais réelle. Tu ne vas plus jamais dormir dehors, dit-il soudain, avec une fermeté protectrice. Tu viens avec moi. Tu fais partie de la famille maintenant. Hope leva les yeux vers lui. Pour la première fois, il brillait d'une larme. Mais elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Et, pour la première fois depuis des années, elle se leva sans fuir. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se propagea plus vite que la lumière. Tout avait commencé par un post sur les réseaux sociaux, écrit par une infirmière encore bouleversée. Elle y décrivait avec émotion la scène à laquelle elle avait assisté, une jeune fille sans abri posant sa main sur le front d'une enfant dans le coma, et la réveillant, sous les yeux incrédules d'un médecin. Le post devint viral en quelques heures. Les journaux télévisés reprirent l'affaire, l'enfant miracle et l'adolescente venue de nulle part, titrait CNN. Des talk-shows se saisirent du sujet. Des chaînes entières proposèrent des reportages spéciaux. Des journalistes fouillèrent le passé de Hope, tentant de comprendre d'où elle venait, qui elle était. On découvrit qu'elle avait vécu dans des foyers, qu'elle avait fui la maltraitance, qu'elle avait dormi dans des gares, dans des parcs, dans des squats abandonnés. Mais on ne trouva jamais personne pour expliquer ce qu'elle avait fait ce jour-là. La communauté scientifique s'en mêla. Des neurologues renommés se rendirent à Chicago pour examiner le cas de Lily, faire des prélèvements, analyser les résultats. Rien, dans les données, ne permettait d'expliquer un tel réveil. Son cerveau, auparavant en état de ralentissement profond, avait simplement redémarré. Des théologiens vinrent eux aussi. Certains parlèrent de manifestations divines, d'anges envoyés sur terre. D'autres restaient prudents, évoquant le mystère de la foi. C'est peut-être un miracle, déclara le révérend Paul Mason sur une chaîne nationale. Mais le vrai miracle, c'est qu'on l'ait écouté. Hope, quant à elle, refusa catégoriquement les interviews. Elle n'aimait ni les caméras, ni les projecteurs, ni les promesses creuses. Elle restait en retrait, protégée par la seule personne en qui elle avait confiance, Richard Anderson. Lui ne cherchait ni gloire, ni explication. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait que sa fille avait murmuré « Papa » au moment exact où Hope avait posé la main sur elle. Et cela suffisait. En l'espace de quelques semaines, il entama les démarches juridiques nécessaires pour adopter officiellement Hope. Ce ne fut pas simple, l'absence de papier d'identité, de tuteur légal, de registre scolaire, mais rien n'arrêtait Richard. Il mobilisa ses avocats, ses contacts, ses ressources. Et bientôt, une nouvelle carte d'identité fut délivrée. Hope Anderson, 14 ans, devint légalement sa fille. Richard lui offrit bien plus qu'un toit ou un nom de famille, il lui donna une famille aimante, une chambre à elle décorée avec soin, un chien adopté le jour même de son anniversaire, un abonnement à la bibliothèque, et des matins où elle n'avait plus peur de se réveiller. Il inscrivit Hope dans une école privée, où elle fut suivie par un programme adapté. Au début, elle restait en retrait, timide, silencieuse. Elle avait passé trop d'années dans l'ombre pour s'ouvrir d'un coup. Mais petit à petit, elle apprit à sourire, à avoir confiance, à se défendre sans fuir. Une thérapeute douce et patiente l'aida à mettre des mots sur ses blessures, sur son abandon, sur ce « don » qu'elle ne comprenait pas. Tu sais, lui dit un jour la psychologue, on n'a pas toujours besoin de comprendre pour que quelque chose soit vrai. Parfois, le simple fait d'exister suffit à changer une vie. Hope ne répondit pas, mais ce jour-là, elle rentra à la maison et serra Lily dans ses bras plus fort que jamais. Pendant ce temps, l'Amérique, fascinée, continua de débattre. Certains scientifiques proposèrent d'étudier Hope en laboratoire. Des institutions voulurent lui offrir des bourses d'études, des fondations voulaient qu'elle devienne ambassadrice. Mais Richard mit une limite claire. Elle est une enfant. Pas une expérience. Elle n'est pas là pour expliquer l'inexplicable, mais pour vivre. Elle mérite ce droit comme tout le monde. Hope, fidèle à elle-même, déclina les honneurs. Elle n'était ni une sainte, ni une prodige. Elle ne voulait ni projecteur ni trophée. Elle voulait lire tranquillement dans sa chambre, marcher dans le parc avec Lily, et avoir une vraie date d'anniversaire. Elle voulait, tout simplement, être libre. Et si certains la réduisaient encore à la fille sans abri qui a réveillé une enfant dans le coma,
ceux qui l'avaient vue ce jour-là savaient que c'était bien plus que cela. Elle était le miracle que personne n'avait vu venir. Elle était la réponse à une prière sans mots. Elle était l'espoir incarné. Et comme le dit un journaliste dans un éditorial devenu célèbre, on ne sait jamais d'où viendra le miracle. Parfois, il porte des haillons. Parfois, il s'appelle simplement Hope.